Bernard-Henri Lévy, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Depuis lundi, donc c'est l'escalade militaire entre le Hamas et Israël. Alors en France, les autorités françaises, d'abord par la voix de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, ont ce midi appelé, je cite, tous les acteurs à éviter l'escalade. Et cet après-midi, c'est le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui a renvoyé dos à dos, peu ou prou, les Israéliens et les Palestiniens. On l'écoute. La France condamne, dans les termes les plus fermes, les tirs de roquettes et de missiles qui se sont intensifiés depuis la bande de Gaza, qui ont visé Jérusalem et plusieurs zones habitées du territoire israélien, y compris Tel Aviv. Ces tirs risquent désormais de provoquer un nouveau cycle d'affrontements. Et ces tirs, effectués en violation du droit international et revendiqués par le Hamas, ne sont pas acceptables. Mais nous sommes aussi gravement préoccupés par la situation à Jérusalem. La stricte préservation du statu quo historique sur l'esplanade des mosquées est indispensable. Je rappelle également notre totale condamnation de la colonisation qui est contraire au droit international. Bernard-Henri Lévy, on est dans la grande tradition du Quai d'Orsay. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pas... Ce que je viens d'entendre me choque. D'abord, il n'y a pas escalade, il y a agression d'Israël par un parti, par un groupe nazi arabe qui s'appelle le Hamas et qui, avec un cynisme sans pareil, a décidé du jour au lendemain d'une pluie d'obus, d'une pluie de roquettes sur Israël. Aucun pays au monde ne peut tolérer cela, ne peut tolérer de voir des centaines de missiles tirés sur sa population civile depuis une bande de terre considérée comme une gigantesque rampe de lancement. Deuxièmement, on peut avoir l'avis qu'on veut sur ce que M. Le Drian vient d'appeler la colonisation. C'est l'objet d'un débat politique. Ce sera, j'espère, un jour l'enjeu d'une paix, d'une négociation. Mais en aucun cas, cela ne justifie cette prise d'otage des Palestiniens par le Hamas et cette agression brutale contre les civils israéliens. Il y en a marre de ce renvoi dos à dos des deux supposés responsables de cette escalade. Voilà. C'est vrai que j'en ai assez d'entendre cela. Mais vous ne vous attendiez pas vraiment à autre chose de la France? Non, si, je m'attendais à autre chose. Si, c'est vrai? Oui, je m'attendais à autre chose parce que ça, c'est des vieux discours. On sait que c'est des discours éculés. On sait que le Hamas, dans cette affaire, a un but, qui est d'abord, toujours pareil, l'annihilation d'Israël, et puis le sabotage des accords d'Abraham. Le sabotage de ce pas vers la paix qui a été accompli par Israël et par un grand nombre de pays arabes. Tout ça, ce sabotage de ces accords d'Abraham, voulu, instrumentalisé, piloté par l'Iran. C'est insensé que les chancelleries, à commencer par la nôtre, tombent dans ce piège-là. C'est un piège abominable et ça serre le cœur. Donc je ne m'attendais pas à ça. Non, ce que je viens d'entendre là me choque. Alors, vous allez être encore plus choqués. On va écouter la députée insoumise Clémentine Autain. Elle s'en est prise au gouvernement, à l'Assemblée nationale, et c'était hier. La liste des victimes s'allonge au rythme indifférent de la communauté internationale, comme si l'impuissance était actée, comme si le renvoi dos à dos des Palestiniens et des Israéliens devenait le récit dominant. La France n'est pas en colère, elle n'exige rien. Elle exprime, je cite, sa préoccupation. Elle ne trouve pas les mots pour condamner les exactions d'une armée aux ordres d'un gouvernement d'extrême droite qui vise à consolider la domination israélienne, le système d'apartheid. On ne parle pas sur le même ton à la botte qui écrase et au visage qui se fait écraser. Cela revient toujours à peser de tout son poids sur la botte. Alors vous, ce qui vous choquait, c'était que la France renvoie dos à dos parce que précisément, il n'y avait pas de considération suffisante de l'agression dont était victime Israël. Eh bien, elle, Clémentine Autain, c'est l'inverse. Moi, ce qui me choque, c'est de ne pas entendre Madame Clémentine Autain lorsque les femmes afghanes tombent sous le fouet et sous la botte des talibans. Ce qui me choque, c'est de ne pas l'entendre lorsque des journalistes, toutes les semaines en Afghanistan,
tombe au champ d'honneur de l'information libre. Ce qui me navre, c'est de ne pas l'entendre lorsque les femmes kurdes syriennes sont massacrées, violées, exécutées sommairement par les milices à la solde d'Erdogan. Voilà, toutes les histoires auxquelles je me suis intéressé récemment, et de ne pas entendre ces gens-là, les soi-disant insoumis, qui sont insoumis là lorsqu'il s'agit d'Israël, qui s'insoumettent bravement contre Israël, je ne les ai pas entendus s'insoumettre contre les grands États totalitaires et tyranniques du monde. Quand c'est la Turquie, quand c'est l'Iran, quand c'est Daesh, quand c'est Poutine, je ne les entends pas s'insoumettre. Ils sont même d'une soumission et par conséquent d'une volerie confondante. Alors dans votre livre, vous évoquez les sympathisants gauchistes qui ont sombré dans ce que vous appelez la maladie infantile de la haine d'Israël. On y est là? Bien entendu. On y est. On est surtout dans une espèce de, je vous le répète, d'insurrection à deux vitesses. Il y a tant de guerres qui touchent des peuples musulmans, qui touchent des peuples arabes, qui touchent aussi des peuples chrétiens en Afrique, le massacre des chrétiens au Nigeria, qui ne leur arrache pas une larme, qui ne leur arrache pas une protestation, pour lesquelles on ne les voit pas défiler dans la rue. En revanche, quand le Hamas envoie des pluies de missiles sur Israël et qu'Israël se défend comme le ferait mais n'importe quel pays au monde, alors c'est des grandes orgues et la botte et le visage. Enfin, ce que je viens d'entendre là, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, est véritablement indigne, ça fait honte. Alors, le secrétaire d'État français en charge des affaires européennes, un certain Clément Beaune, en appelle aux États-Unis. Il a dit « On a besoin de l'engagement américain, il faut que Joe Biden soit impliqué avec nous ». Est-ce que vous êtes d'accord ? Ça dépend pourquoi, oui. Impliqué avec nous, pour faire quoi? Si c'est pour libérer les Palestiniens du chantage du Hamas, oui. Si c'est pour arrêter cette espèce de prise d'otage des jeunes Palestiniens par une bande, encore une fois, de nazis, parce que le Hamas est une organisation nazie, issue des frères musulmans, lesquels se sont créés dans les années 20 en Égypte sur une ligne politique et idéologique qui était celle des premiers nationaux socialistes. Alors si c'est pour se mobiliser contre ça, oui, vive l'alliance des grandes démocraties. Mais on n'en est pas tout à fait sûr que Joe Biden se mobiliserait contre ça. Eh bien, hélas, oui. C'est pas ce qui me semble s'annoncer. Ce que je vois revenir, c'est les vieux rossignols et les vieux airs qu'on a entendus depuis si longtemps et qui ont mené les Palestiniens à l'impasse, voilà, et au désespoir. Et c'est en entretenant les Palestiniens dans ces histoires-là que, je pense, on les mène à une situation de désespoir. Alors j'ai envie de demander à celui qui, dans ce livre, se réclame de ce qu'il appelle l'activisme internationaliste, oui, s'il a envie de se rendre aujourd'hui en Israël. Oui, bien sûr. J'ai envie de me rendre en Israël, oui, bien sûr, comme je m'y suis rendu très, très souvent. Oui, mais là maintenant, le moment... On va voir, pourquoi pas. Alors, dans la première partie de ce livre, c'est à la forme d'un autoportrait, l'autoportrait d'un aventurier. Vous vous dévoilez comme jamais. À mon âge, il est temps, écrivez-vous, même si je ne suis toujours pas parvenue à fétichiser mes années et si je ne crois pas davantage à la sagesse acquise qu'au vieillissement inexorable, il est temps, pour citer Rimbaud, de dire l'histoire de mes folies. Alors vos folies, c'est de courir le monde pour tenter partout de planter, partout où les hommes souffrent, planter au fond le drapeau de l'humanisme. C'est oui, ça ? Et c'est en effet de le faire partout. Que les victimes soient musulmanes, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient juives, et quel que soit le visage de leur oppresseur ou de celui qui les martyrise, ma folie, puisqu'apparemment ça n'a pas l'air d'être dans l'ordre de la logique d'aujourd'hui, c'est de m'émouvoir de la même manière, et avec le même chagrin et la même passion. Alors, vous êtes quitte à être critiqué par évidemment les diplomates français qui considèrent que souvent vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas et en même temps d'être regardé par les Français. On est allé à la rencontre de Parisiens dans la rue et regardez ce qu'ils disent de vous. C'est quelqu'un qui sort de sa zone de confort,
et qui est pour moi quelqu'un d'engagé dans le bon sens. Et on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà, c'est peut-être des fois, même avec les meilleures intentions, on arrive peut-être à des résultats contraires. Donc je ne suis pas sûr, par exemple, que son action, c'était en Libye, ait été plus favorable à long terme. Il a aussi des comportements très médiatiques, hein. Alors il peut heurter un peu. Son apparence le dessert parce qu'il y attache beaucoup d'importance. Et je pense un peu trop. Je ne crois pas du tout à ce qu'il fait. Je pense que c'est beaucoup de vent. Je trouve que la critique est un peu facile. Il faut quand même du courage pour aller sur le terrain. Voilà. Et il a été marié aussi avec une très belle femme. Dans la vie d'un homme, ça compte, les femmes. Et ben voilà, une très belle femme, Bernard-Henri Lévy. Ça vous vaut l'hommage de ce monsieur. Bah, c'est gentil, ça me fait plaisir. Alors, c'est adorable. Alors sur l'importance que vous attacheriez, trop grande importance à votre apparence. Je crois que c'est inexact. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr d'attacher une telle... Enfin, en tout cas, dans les livres que je produis et dans celui pour lequel vous m'invitez aujourd'hui, le problème, ce n'est pas moi, me semble. Le problème, c'est les autres. C'est d'aller à leur rencontre. Et c'est notamment ces autres qui n'ont pas de visage, qui n'ont pas vraiment de nom, dont les petites vies ne seront inscrites dans aucune archive, dans aucun grand livre, ni des morts s'ils disparaissent, ni des vivants s'ils survivent. C'est d'essayer de leur donner une petite existence. Voilà. C'est d'eux qu'il est question, c'est pas de moi. Et ça fait 50 ans que vous faites ça? Bah, ça fait 50 ans que je fais pas... 50 ans très exactement. Hein. Oui, ça fait pas 50 ans que je fais que ça. J'ai aussi une vie agréable, j'essaie de faire un peu de philosophie. Mais ça fait 50 ans que je crois que appartient à mon métier d'intellectuel, en effet, de pratiquer cette fraternité, cet internationalisme, cette ouverture à l'autre, qui pour moi sont le véritable humanisme européen et le cœur de l'humanisme aussi juif. Alors, vous épargnez pas les écologistes, hein, vous dénoncez la petite musique en train de devenir fanfare qui, pandémie oblige, identifie l'acte de voyager au plus sale, au plus dégoûtant, au plus polluant, au plus anti-nature, au plus empreinte carbone, au plus inconvenant, au plus inconscient des gestes que peuvent accomplir les hommes d'aujourd'hui. Et c'est avec d'autant plus de détermination, écrivez-vous, que je m'oppose dans ce cas au chantre de la guerre aux avions et du retour de chacun à la niche. Oui. Bah oui, j'ai vu ça, j'ai vu qu'il y avait je ne sais plus quelle ville française dont le maire disait qu'il fallait tenter de rééduquer l'imaginaire des enfants. C'est à Poitiers, la maire écolo de Poitiers qui a dit que l'aérien ne devait plus faire partie des rêves des enfants d'aujourd'hui. Voilà. Ah ben, je trouve que c'est un réflexe polpotien. Voilà. Tout simplement, Pol Pot. Oui, dans l'esprit. Oui, vous savez, quand Pol Pot étudiait à la Sorbonne au milieu des années 50, ça devait être ça qu'il devait dire, ça revient, ça. On ne va pas rêver à la place des gens. Et vous voulez que les enfants rêvent de s'envoler, d'aller partout? Moi, je pense que les enfants doivent rêver à ce qu'ils veulent d'abord et que l'un ne rêve pas pour l'autre. Par ailleurs, je pense que le voyage est une des expériences humaines les plus importantes parce que ça permet de sortir de soi, ça permet de s'étrangéiser et de sortir de sa zone de confort, comme disait l'une des dames que vous avez interrogées. Et ça, pour chacun d'entre nous, c'est très important, de sortir de sa bulle confinée. J'attire votre attention sur la facilité, l'aisance avec laquelle nous sommes tous entrés dans le lexique du confinement pendant la crise sanitaire. L'obscure jouissance dont on a bien senti qu'elle s'emparait des uns et des autres, et même de nous probablement. Il y a cette tentation-là de se confiner. Confiner, ça veut dire quoi? Ça veut dire se couper des autres, ça veut dire fermer les portes et les fenêtres, ça veut dire considérer que le voisin est un ennemi potentiel, ça veut dire que dans le rapport à autrui, il n'y a que de l'infection virtuelle possible. Alors, et vous, par défi, pendant ce moment-là, pendant cette pandémie-là, eh bien, vous avez fait des reportages pour Paris Match. Moi, par réflexion, je sais que cette tentation existe chez les humains, je sais qu'il faut la combattre et je sais que pendant la période du Covid, il fallait la combattre plus encore. Et en effet, par défi, à l'époque où d'ailleurs... Par défi, par folie, hein, tout ça... Pas par folie,
par défi, je préfère ce mot-là, je pensais qu'il fallait plus que jamais montrer l'exemple. Alors, en l'occurrence, c'était pour un grand magazine qui était Paris Match, qui est un magazine de reportage dans lequel il était de plus en plus difficile de faire des reportages. Alors, il y a eu Régis Sommier, il y a eu d'autres. Heureusement, il y a eu. Mais c'était difficile. Quand les choses sont difficiles, moi, j'aime bien les faire. Et montrer, en effet, qu'une vie de femme libre ou d'homme libre ne peut pas se limiter au précaré confiné de sa chambre à coucher. Qu'on y soit contraint par la crise sanitaire, c'est possible, mais que l'on s'en contente, que l'on voit là une vie bonne, que l'on voit là une sorte d'idéal d'humanité ou de sociabilité, non. Je pense que c'était une erreur et qu'il fallait s'opposer à cela. Et vous, votre idéal, c'est l'écrivain. Hein. Alors, il y a une définition de l'écrivain dans votre livre que je ne résiste pas au plaisir de lire, donc c'est sous votre plume. Vous écrivez « Je pense que chez un écrivain notamment, mais un vrai, qui œuvre avec sa pensée et avec ses mains, avec son intelligence et avec son souffle, avec sa sagesse et avec son désir, chez qui l'âme et le corps bataillent, ferraille et pactise sur la page blanche, qui écrit comme s'il y allait de sa vie et de sa mort, et qui se jette tout entier, un corps perdu de tout son souffle dans les livres qu'il écrit, qui sue sang et eau. Et je ne sais, quand on écrit ainsi, si l'on sue davantage à faire les choses ou à les relater. Je pense que chez cet écrivain-là, chez cet horrible travailleur, Rimbaud, il s'opère une chimie singulière. Il y a des mots, parfois des lignes, où quelque chose s'est déposé, qui est lui sans l'être tout en l'étant, en éminemment, puisque même tombé de lui, même devenu étranger à lui, même si, comme Sartre par exemple, il ne s'y reconnaît pas et il ne se relie plus, ce quelque chose est issu d'une forme et d'une matière qui était son essence même et sont littéralement le meilleur de lui. Voilà. Ça, c'est vous, ça. Enfin, c'est l'espoir de vous. En tout cas, le meilleur de moi, oui, c'est pas... Heureusement, c'est pas l'homme que vous avez aujourd'hui face à vous. C'est le meilleur... D'ailleurs, l'homme part tout doucement, là. Vous... Le meilleur de moi, c'est celui qui a écrit ce livre, qui a écrit ces lignes, et qui vit parfois cette expérience que j'ai essayé de décrire et que vous avez lu, bien sûr. Cette expérience d'ajouter quelque chose au monde. Voilà. Et c'est ça un écrivain. C'est quelqu'un qui... Le monde est donné. Il est dit dans les grandes traditions spirituelles que le destin d'un homme, c'est de s'associer à la création du monde, de ne pas se contenter de sa donation. Et je pense que l'écriture est une des manières les plus fortes, les plus fécondes de faire cela. Donc augmenter le monde, l'accroître d'une richesse qui n'avait peut-être pas... Alors chacun, qui n'aurait peut-être pas de la même manière sans l'écriture. Ça, c'est votre religion. Religion, c'est-à-dire au sens mystique, spirituel. Oui. C'est mon credo, oui. C'est pour ça. C'est pas pareil que religion, hein. Non, c'est pas pareil. Vous réfutez le mot religion. Oui, parce que religion, c'est quelque chose de communautaire. Un credo, c'est quelque chose de plus personnel. C'est quelque chose que je ne demande pas que l'on partage. C'est quelque chose qui m'anime, qui m'habite, qui me fait vivre, et pour lequel je ne... En effet, vous dites que je parle plus bas, c'est possible, je plaide pas pour. Voilà, non, d'ailleurs, vous ne plaidez pas. Je ne plaide pas, non. Mais c'est mon credo, c'est ce qui me maintient en vie, me semble-t-il. Et ce qui me fait conserver mon énergie indomptable pour défendre les causes qui me sont chères. Tout à l'heure au début. Plaider, justement. Et c'est l'énergie qui me permet, oui, il y a des moments où il faut plaider. Et quand je vois Israël défiguré, satanisé comme jamais, ou quand je vois l'indifférence du monde à la misère des peuples dont je parle de ces hommes sans nom, les chrétiens du Nigeria ou les Européens d'Ukraine, là oui, j'ai envie de plaider. Eh bien, maintenant, on va accueillir l'historien Fabrice d'Almeida qui vient mettre son grain de sel. Bonsoir Bernard-Henri Lévy, bonsoir Anna. Bonsoir. Ça fait plaisir de vous retrouver. Mais ça fait plaisir de vous voir. Bonheur de vous voir. Alors je voulais vous demander une chose parce que j'ai lu votre livre et c'est un livre où il y a une dimension tout à fait, j'allais dire, personnelle, intime. Et vous commencez par un chapitre qui m'a beaucoup surpris parce que vous êtes l'homme de la philosophie, l'homme de la logique, vous citez beaucoup de références, mais en fait, vous parlez d'une petite voix intérieure qui parle et je me suis demandé si au fond, vous n'étiez pas avant tout un intuitif, si vous ne suiviez pas des impulsions, des intuitions, presque des sentiments, plutôt que votre froide raison. Les deux.
Les deux. Non, allez, soyez un peu plus honnête là-dessus. Est-ce qu'au fond, quand vous décidez de partir, c'est pas une décision raisonnée, mais les c'est deux, une ça veut dire impulsion? quoi? Oui, j'appelle ça un réflexe. Mais pourquoi je dis les deux? Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses dans ma vie que je fais par réflexe, parce qu'une situation me semble insoutenable, parce que l'accepter me semble dégueulasse, et parce que l'indifférence de mes contemporains à cette situation me semble une infamie. Mais il vient d'où ce réflexe? En fait, c'est ça que je voudrais savoir. Alors justement, derrière les études, il y a qui, il y a quoi? Eh bien, derrière un réflexe, il y a des études, il y a des livres lus et parfois oubliés, il y a des maîtres entendus et parfois reniés, il y a des parents. Alors, il y a votre père, magnifique. Ce que vous écrivez sur votre père, c'est passionnant. Oui, Plus que j'ignorais. Qui ne sont plus là, mais qui sont presque plus là, plus en vous, quand ils ne sont plus là que quand ils y étaient. Il y a tout ça. C'est pour ça que je vous dis les deux. Ce n'est pas pour ménager la chèvre et le chou. C'est que je crois que rien n'est plus sophistiqué, rien n'est plus instruit que ce que j'appelle un réflexe. Ce n'est pas juste l'instinct du corps. Vous voyez, c'est pas une espèce de coup de sang, un réflexe. C'est quelque chose qui a été éduqué. Oui, je vous entends, mais je suis qu'à moitié convaincu. Oui. Alors, il y a une autre chose qui m'a vraiment intéressé dans le livre, c'est que vous révélez, ce que j'ignorais jusqu'à présent, combien vous avez eu peur sur chacun des théâtres où vous êtes allé. Et d'ailleurs, vous faites presque, c'est assez beau, une espèce de classification de vos peurs suivant les lieux où vous étiez seul, accompagné. Et vous indiquez une chose, et j'aurais voulu que vous en disiez un peu plus. Vous indiquez que vous êtes souvent accompagné par des amis en voyage, des caméramans. Est-ce que vous pouvez me dire comment se forgent ces relations-là? Est-ce que c'est des gens de toujours, comme Alexis Ducos? Ou alors est-ce qu'il y a malgré tout, j'allais dire, le projet qui importe et qui fait qu'on choisit des collègues d'une certaine manière? Vous verrez dans quelques semaines, le 14 juin, sur Canal+, vous verrez un film de cinéma auquel je fais allusion dans les passages dont vous parlez. Et vous verrez les moments où j'ai eu peur. On les voit, on voit des images derrière moi. Là. Et vous comprendrez qu'il a été difficile de rester insensible. Les camarades, les compagnons avec qui je partage ces moments-là, en effet, c'est le lien, c'est pas un lien professionnel, c'est pas un lien technique, c'est pas des femmes ou des hommes que je recrute pour la circonstance, c'est des vieux copains avec qui j'ai, là par exemple pour ce film, je l'ai réalisé avec un garçon qui s'appelle Marc Roussel, qui est un vieux photographe de guerre, qui m'a accompagné sur bien des reportages de guerre et avec qui j'avais réalisé un film sur la Libye en 2011. Donc, bien sûr que des aventures comme celles auxquelles j'ai consacré une partie de ma vie, elles ne marchent pas sans fraternité. D'accord, donc ce sont des compagnons d'armes, on va dire d'une certaine manière, parce que, même si c'est plutôt du reportage. Pas d'armes, parce que mon arme à moi, c'est le stylo et la caméra. D'accord. Mais alors, il y a des compagnons d'armes, mais des compagnons d'équipés, des compagnons d'aventure, oui. Si j'ai voulu parler de la peur, c'est parce que je vous ai entendu parler du Covid et être assez un peu critique envers nous, j'allais dire, le petit peuple français un peu obéissant aux consignes de sécurité. Alors ça m'a amené à me demander, mais est-ce que Bernard-Henri Lévy est vacciné? Oui. Donc ça veut dire que c'est quand même nécessaire de suivre les consignes gouvernementales, d'être raisonnable, responsable. Je viens de me faire vacciner, bien sûr, parce que je l'ai fait à l'instant même où j'en ai eu le droit, où j'entrais dans la... On vous a demandé votre carte d'identité parce qu'on vous a trouvé trop jeune? Je l'ai fait à cet instant-là. Je ne l'aurais pas fait avant. Mais je suis comme je trouve que les vaccins sont une grande avancée de la modernité. Je me réjouis de vivre à une époque où, par rapport à d'autres épidémies du passé, il y a des vaccins. Je trouve ça formidable. Donc, dès que j'ai pu, oui, je donne l'exemple et je le dis sur cette antenne. Alors, il y a une phrase qui m'a un peu surprise. Et je voudrais juste en une seconde que vous me répondiez là-dessus. À un moment donné, vous dites qu'on vous reproche votre fortune dans les entreprises que vous avez effectuées pour la paix. On dit oui, mais c'est parce qu'il est riche qu'il peut se permettre ça. Est-ce que cet argument-là, d'une certaine manière, il vous blesse, vu ce que vous avez entrepris toutes ces années? Pas grand-chose, honnêtement. Pas grand-chose ne me blesse. En revanche, je suis attentif aux arguments d'autrui. Quand je débat, quand je m'engage dans une polémique, ce qui m'importe, c'est la force de l'argument adverse. Il arrive qu'on m'oppose des arguments forts. Ça, c'est important, ça, j'en tiens compte, ça, j'accuse le coup. Mais je ne suis jamais blessé par les arguments ad hominem,
quel qu'il soit. D'accord. Un dernier mot, j'ai le droit, Anna? Toute petite dernière Un tout question. petit truc. Il y a une personne que vous attaquez, qui est Michel Onfray. Vous avez 4 lignes un peu sévères sur lui. Or, vous avez été de ceux qui lui ont permis de devenir ce qu'il est. Vous avez un regret? Non, mais c'est vrai que lorsque je l'ai vu il y a quelques années appelé à un pacte avec Daesh, une sorte d'accord de paix avec Daesh. Oui, mais sur votre relation. Non, attendez, j'ai eu de la peine pour lui. Je me suis dit qu'il ne ressemblait plus au jeune homme que j'ai connu autrefois et que c'était dommage. Voilà, après, les gens ont une histoire, ils évoluent, son histoire à lui tourne mal. D'accord. Merci. Eh bien, merci Fabrice, merci Bernard-Henri Lévy. Je rappelle le titre de votre livre, Sur la route des hommes sans nom, et c'est chez Grasset. Et donc le film, le 14 juin sur Canal+. Fabrice, je vous garde avec moi et dans quelques instants, l'éditorialiste de BFM TV, Christophe Barbier, va nous rejoindre pour la conversation. À tout de suite.